Nous allons pouvoir démarrer. Bon, en tout cas, je tiens à vous saluer, chers clients, chers amis, chers partenaires et avant tout, donc, chers auditeurs ce soir. Je suis particulièrement fier en tant que créateur de NewSense, mon nom est Yann Gagné, de vous recevoir pour la première de notre émission qui sera une émission mensuelle et nous avons choisi un titre qui va forcément aller dans le sens de votre souhait d'information, c'est Soyons directs. Et c'est un honneur pour moi d'accueillir ce soir le président d'Orial Asset Management, le président fondateur d'Orial Asset Management, Jean-Jacques Olivier. Jean-Jacques Olivier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir. Alors, on va largement parler de votre SCPI, Pierre Val Santé. Je sais que c'est une attente du public. Cet SCPI qui résiste si bien à la crise et qui, après 7 ans d'existence, vous allez nous en parler, pèse aujourd'hui plus d'1,5 milliard. Peut-être un rappel pour ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas encore, NewSense, en fait, nous sommes une équipe de créateurs de patrimoine indépendants, présents sur toute la France. Et notre mission en tant que créateur de patrimoine, c'est de vous accompagner au plus près au quotidien pour vous permettre d'atteindre dans les meilleures conditions vos objectifs de vie essentiels. Et cela en utilisant des effets de levier, alors que ce soit le levier financier, le levier fiscal, le levier également du rendement, ça sera le thème de notre soirée. Et quand on parle de ces objectifs de vie, c'est la vie, c'est très simple, c'est avoir des revenus complémentaires, préparer sa retraite. C'est un sujet, quand on lit l'Ipsos, 96% des Français sont préoccupés, voire inquiets par ce moment qui devrait être un moment heureux. C'est également préparer des projets futurs, l'éducation de ses enfants. Malheureusement aussi anticiper des sujets plus difficiles comme la dépendance, mieux valoriser son capital, mais également payer moins d'impôts, mais juste pour pouvoir en faire quelque chose. Notre mission, c'est vraiment d'être au quotidien à vos côtés. Et d'ailleurs, dès demain, les créateurs de patrimoine NewSense que vous connaissez seront en contact avec vous justement pour pouvoir être à votre écoute. Alors, maintenant, évidemment, vous attendez cet instant comme moi. Place au sujet du jour, Pierre Val Santé. Et le titre, comment expliquer un tel succès dans ce contexte si particulier, si difficile? Alors, qui de mieux placé que vous, Jean-Jacques Olivier, pour nous en parler? Et comme notre émission s'appelle Soyons directs, eh bien, je serai direct avec vous, que ce soit par mes questions ou par les questions que le public va nous poser tout au long de cette émission. Est-ce que vous acceptez la règle du jeu? Bien sûr. Super. Alors, en préparant cette émission, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est quel parcours exceptionnel. Quel parcours exceptionnel parce que si tout commence par une formation universitaire en droit immobilier, et là, vous êtes dans vos premières années professionnelles un expert judiciaire en immobilier, vous avez très vite rejoint un très grand groupe français de promotion et de gestion immobilière, le plus grand d'ailleurs, le groupement foncier français, où vous êtes directeur de travaux dans le secteur de la promotion immobilière. Et puis, assez vite, vous avez 30 ans, vous avez la force de l'âge, vous avez l'audace. Et en 1994, alors pour les plus anciens, nous sommes en pleine crise immobilière, vous venez d'avoir vos 30 ans et là, vous créez votre entreprise parce que vous êtes attiré par ce milieu. C'est le moment que vous choisissez pour également décider de vous mettre sur la chaîne des métiers. Les métiers de la conception, le métier de la commercialisation, mais également de la gestion et de l'administration. Alors, vous allez bâtir 1400 logements, vous allez commercialiser plus de 1500, 6500 logements, et ce sont plus de 22 000 logements pour 2,5 milliards d'euros que vous allez gérer pendant de nombreuses années. À l'époque, et ça n'est pas rien, vous êtes le 10e groupe en France sur un secteur qui en compte 8400. Mais vous ne vous arrêtez pas là. On vous reconnaît bien en homme de challenge. En 2010, vous lancez le défi de créer votre propre société de gestion, en passant de l'immobilier traditionnel, physique, comme on l'appelle, à l'immobilier financier. Et là, vous allez chercher l'agrément de l'AMF et vous rentrez dans la cour, dans le cercle très restreint des sociétés de gestion de SCPI, sociétés de gestion de portefeuille. À l'époque, et encore aujourd'hui, on ne trouve que des banques ou des compagnies d'assurance qui y ont placé leurs filiales. Et quand vous intégrez ce cercle très fermé, il n'y a que 30 sociétés de gestion. Quel parcours? Quel parcours? Et tout de suite, et contrairement à vos confrères, vous décidez de deux choses.
vous décidez d'aller sur le marché de la santé et vous décidez d'aller sur le marché européen. La santé, personne n'y croit. Et le marché européen, en fait, toutes les CPI pratiquement sont concentrées sur Paris et sa région parisienne. Et quelque part, vous êtes un visionnaire. Vous êtes un visionnaire parce que vous avez fait ce que les autres n'avaient peut-être pas osé faire. Jean-Jacques Olivier, vous avez aussi le goût de la transmission et c'est pas seulement le développement de votre groupe qui vous intéresse et qui vous satisfait, c'est votre côté insatiable et également altruiste. Ça fait plus de 15 ans que vous développez une vie syndicale et vous avez ainsi créé l'Anacofi Immobilier, qui est un syndicat qui contribue à l'Anacofi confédérale, qui est le premier syndicat européen en matière de gestion de patrimoine. Et d'ailleurs, l'État français ne s'est pas trompé. En observant à la loupe votre parcours, il vous a suivi et en 2019, il vous nomme en tant que personne qualifiée au sein du CNTGI. Alors, le CNTGI, pour nos auditeurs, encore une fois, c'est un conseil paritaire qui est composé à la fois de professionnels et de consommateurs qui donne son avis sur tous les textes de loi, les lois et les décrets qui vont sortir en matière d'immobilier résidentiel. Donc, vous voyez l'importance de ce rôle. Quel parcours! Et pourtant, quand on vous voit, vous restez toujours aussi jeune. Alors, je ne sais pas à quoi vous fonctionnez, Jean-Jacques Olivier. Peut-être que vous allez nous livrer le secret ce soir. Le fond de teint. Ah, c'est ça, d'accord. Écoutez, j'y penserai pour la prochaine fois. Alors, je pense aussi, c'est mon avis, que c'est probablement lié à votre expérience de joueur de haut niveau au sein du Stade Toulousain, le prestigieux club de rugby, je crois le plus titré en Europe, en tout cas en France, ça c'est une certitude. Oui, c'est ça, vous êtes un rugbyman et c'est probablement de là que vient votre goût de l'effort, votre goût de l'équipe, du travail collectif et puis les valeurs. Par contre, on a le sentiment, quand on regarde aujourd'hui votre parcours, que la crise n'a pas d'impact sur vous. Car en 2019, vous aviez déjà surperformé les précédentes collectes que vous aviez réalisées. Et en 2020, vous réalisez plus 36% de collectes dans un marché de la SCPI qui lui fait moins 29%. C'est juste incroyable. Et vous portez même l'insolence à réaliser la plus grosse collecte de toutes les CPI en France, avec plus de 500 millions d'euros devant toutes ces sociétés de gestion également issues de groupes et de compagnies d'assurance. D'ailleurs, je le précise et j'ai le plaisir de le préciser, que les clients de NewSense profitent aussi largement et contribuent à ce développement. Alors, spécialiste de l'immobilier, spécialiste de la santé, vous êtes juste devenu, Jean-Jacques Olivier, incontournable. Et là aussi, et sans mauvais jeu de mots, je sais que ça n'a pas été tous les jours un parcours de santé. Alors, ma première question, très directe, pourquoi Pierre-Val Santé? D'abord, merci pour ce résumé qui ne me rajeunit pas, mais merci pour tout ce que vous avez pu dire. Alors, pourquoi Pierre-Val Santé? Je dirais, pour moi, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est de permettre, à travers le principe d'une SCPI, à tout un chacun d'avoir accès à de l'immobilier spécifique dont en général, je dirais, on n'a pas accès. Je m'explique. Si on veut acheter un appartement, ça coûte 200 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se payer un appartement. Par contre, se payer un immeuble de bureau, se payer un centre commercial, se payer une clinique, c'est beaucoup plus compliqué. Et par le biais de la SCPI, ça permet à tout un chacun d'accéder à ce type d'immobilier. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, vous l'avez souligné, personne à cette époque-là avait permis, c'est-à-dire à cette époque-là, c'est-à-dire au moment où on pense le produit, on est en 2013, 2012, 2013, personne il va imaginer de permettre à tout un chacun d'accéder à cette classe d'actifs, donc EHPAD, clinique, etc. Premier point. Deuxième point, je pense que en cette époque-là, 2012-2013, on voit bien qu'on a un marché qui est en train de se structurer. Disons qu'on était sur un marché d'opportunités. Les gens, ils avaient une clinique qui avait une certaine rentabilité, ils essayaient de l'acheter. Par contre, on voit bien que les besoins deviennent pressants.
que ce soit sur l'aspect sanitaire ou que ce soit sur l'aspect hébergement. Et là, on se dit, il y a un marché qui va se structurer, il faut y aller. Et ce marché, il fallait le regarder effectivement pas que sur le marché français, qui est d'ailleurs un des marchés les plus matures qu'on puisse avoir en Europe. Pour le coup, c'est un secteur où la France est leader, mais un marché européen, parce que les besoins, on le verra peut-être tout à l'heure, sont quasiment identiques sur l'ensemble de l'Europe. Et puis après, le troisième point, comme toujours, c'est les rencontres. Je fais deux très belles rencontres. La première, c'est avec Jean Dautry, qui est le président d'Espoir Alzheimer, un homme extrêmement engagé, qui me fait part de ses difficultés financières, parce que, vous savez, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est un véritable fléau. Oui. On dit la maladie du XXIe siècle, donc on ne va pas vers le plus facile, et des difficultés de trouver des fonds pour essayer d'apporter des solutions. Et là, dans notre rencontre, on se dit, mais plutôt que de faire comme on aime bien le faire en France, c'est-à-dire d'un côté le secteur privé, de l'autre côté le secteur public, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de rassembler tous ces acteurs, le public, le privé, l'associatif, et d'apporter des solutions en disant, bah, écoutez, vous, l'association, vous savez accompagner, vous savez exploiter, et nous, on est capable de vous aider à vous porter les immeubles qui vous permettront d'exploiter. Voilà, ça c'est une des premières rencontres. J'en ai un excellent souvenir. La deuxième, c'est le professeur Saillant, je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est le fondateur d'ailleurs de l'Institut du cerveau de la moelle épinière, qui est un institut qui est au cœur de la Pitié-Salpêtrière, et qui, en quelques années, puisque l'ICM est né en 2010, on est sous Nicolas Sarkozy, donc je pense que c'est 2010 ou 2009, je n'ai jamais trop les dates en tête, et qui, globalement, en presque 10 ans, un peu plus de 10 ans, est devenu le deuxième centre de recherche mondial sur les maladies neurodégénératives. C'est quelque chose d'extraordinaire, il y a plus de 700 chercheurs au cœur de la Pitié-Salpêtrière, et là on s'est dit, on peut pas réfléchir santé sans penser recherche. Et la recherche, vous savez, ils ont toujours besoin d'argent, c'est normal, et en même temps, ils sont devant, et ils pressentent bien les évolutions du secteur. Et là, on s'est dit, on peut trouver un véritable partenariat. Vous avez besoin d'argent, eh bien, nous, ce n'est pas compliqué, on va collecter, on va avoir de l'argent, on va vous en apporter. Et puis vous, par contre, vous avez un véritable savoir et vous allez nous accompagner parce qu'on a besoin aussi de vous pour nos propres réflexions par rapport à la stratégie de nos investissements. Voilà. Et peut-être qu'on en parlera, mais du coup, avec eux, on a créé un comité scientifique dans lequel il y a des chercheurs, il y a des exploitants, il y a des experts, il y a des économistes, il y a des sociologues, et qui nous aident à réfléchir pour se dire c'est là où il faut aller, c'est vers ce type d'actifs. Voilà. Donc, en résumé, un envie de permettre à tout un chacun d'accéder à ce type d'investissement immobilier, un marché qui pour moi était un marché, entre guillemets, un marché émergent, en plein développement, avec des besoins d'infrastructures très importantes, et en même temps, comme souvent dans la vie, de belles rencontres. D'accord, mais alors Jean-Jacques Olivier, nous sommes entre nous. Vous aviez imaginé un tel succès? Alors, si c'est, soyons directs, c'est non. Soyons Voilà. directs. C'est non. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que quand j'ai lancé le fonds, voilà, que j'ai été interrogé par les médias et que je m'exprimais également devant mes collaborateurs, j'avais donné un objectif, un cap, qui était de dire on fera 1 milliard en 10 ans. Voilà, c'était globalement, on va rentrer face à ce marché, on va rentrer sur une collecte à peu près de 100 millions d'euros par an. Voilà. Donc, même si le début est toujours un peu complexe, après, les choses sont parties vite. Voilà, pour rien vous cacher, sur la 7e année, on est déjà globalement à 1,5 milliard et je pense qu'on passera la 8e année aux alentours de 2 milliards. Donc, non, franchement, on n'avait pas imaginé. C'est honnête. Alors, pourquoi? Vraiment, pourquoi un tel succès? C'est une question, c'est difficile de répondre. Je vais essayer de classer mes idées, mais en fait, souvent, quand il y a un succès, vous savez, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Je pense que un des premiers facteurs qui me paraît essentiel, c'est
le questionnement très fort aujourd'hui des gens à se dire où puis-je mettre mon argent. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux réflexes. C'est de dire aujourd'hui, il faut que je mette mon argent quelque part, et quand je regarde où je dois le mettre, avec la première question, c'est j'en mets où pour ne pas en perdre? Oui, c'est souvent le réflexe. J'en mets où pour ne pas en perdre? Premier point. Et après, si je commence à voir des endroits où ne pas en perdre, c'est où je peux avoir de la rentabilité, un peu plus de rentabilité. Bon. Alors, ça, c'est la question de base. Et pour essayer d'y répondre simplement, c'est simple. Sur le marché, je dirais, des placements, vous avez globalement 4 types de placements. Le plus important, celui qui est le plus généré, c'est ce qu'on appelle le marché des obligations. Vous savez, voilà. Oui. Vous signez dans des contrats d'assurance vie, vous avez des fonds euros, on est sur des fonds à faible rentabilité, mais avec un risque relativement faible. Bon, voilà, c'est le marché des obligations. Sauf qu'aujourd'hui, bon, ça fait un cours technique, mais avec des taux d'intérêt négatifs, le marché des obligations rapporte peu. Sauf que c'est 80% du marché. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le marché action. Le marché action, globalement, vous avez 3-5% de rentabilité, mais c'est de l'action. Et donc, les gens se disent, je peux aller chercher plus, mais plus je cherche, plus j'ai un niveau de risque élevé. Et globalement, le Français n'aime pas le risque. Il aime l'épargne, mais il veut une épargne sans risque. Deuxième type de placement. Le troisième, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le placement alternatif. Très à la mode aujourd'hui, poussé par Emmanuel Macron, vous connaissez, c'est la loi Pacte, c'est de dire il faut investir dans les entreprises, il faut investir dans les entreprises françaises, il faut investir dans les entreprises européennes, ce qui est très bien en soi. Sauf qu'on s'aperçoit que le particulier se dit oui, bon, c'est bien les entreprises françaises, mais je prends un risque. C'est bien les entreprises européennes, mais je prends un risque. Et si vous regardez bien, le marché des obligations, c'est 80% de la masse des placements. Le marché des actions, c'est 7%. Le marché des fonds, ce qu'on appelle les fonds alternatifs, donc placés dans des entreprises, c'est à peu près 10%. Qu'est-ce qui reste? L'immobilier. Et l'immobilier, pour un marché donc, qui représente à peu près 13%, c'est quoi? C'est une rentabilité à 3-5% qu'on peut doper quand on le fait, ce qu'on fait lever de la dette, c'est-à-dire quand on fait un crédit. Donc, naturellement, les gens s'orientent vers l'immobilier. Et on voit, nous, notre concurrence, ce n'est pas l'immobilier direct, c'est les contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, vous avez une décollecte des contrats d'assurance vie vers l'immobilier et vers l'immobilier mutualisé. Ça, pour moi, c'est le premier facteur et peut-être le plus important. Et ça va durer parce qu'on sait que les taux d'intérêt sont bas, resteront bas parce que pour pouvoir relancer la croissance, il faut des taux d'intérêt bas. Donc, les contrats d'assurance vie rapportent peu. Et d'ailleurs, nous ne nous trompons pas. On s'aperçoit que les assureurs, vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, essayent de mettre de l'immobilier dans leur contrat d'assurance vie pour essayer de redoper la rentabilité, ce qui est normal et tout à fait naturel. D'ailleurs, Jean-Jacques Olivier, est-ce que les 500 millions, c'est grâce à l'assurance vie? Non. Non? Pas d'assurance vie? Non. Alors ça, c'est une démarche, mais on s'était dit que si on ouvrait ce fonds au contrat d'assurance vie, on aurait trop de collecte. J'aurais fait 800-900 millions d'euros de collecte. Donc, non, à quelques exceptions près, on n'a pas ouvert ce fonds au contrat d'assurance vie. Alors ça, c'est le premier facteur, c'est-à-dire la réorientation de l'épargne. Une fois que vous avez dit ça, vous dites, je fais quoi dans l'immobilier? Et là, vous n'avez pas 36 solutions, vous avez soit de l'immobilier direct, soit de l'immobilier, ce qu'on appelle de l'immobilier mutualisé. Oui. C'est le principe de la SCPI, c'est-à-dire on se regroupe parce qu'on est plus fort. C'est-à-dire que, et en plus de ça, dans une SCPI, quand elle est importante comme Pierre Valsanté, vous avez plein d'actifs, vous avez plein de locataires, et puis si vous avez un ou deux locataires qui ne vous paient pas, vous n'allez pas trop le ressentir sur la masse. Alors que si vous investissez dans un logement, s'il ne vous paie pas, même si parfois vous avez des garanties, vous risquez de le sentir fortement. Donc, là aussi, on s'aperçoit que oui, pour l'immobilier, c'est ce qui est le ratio, si j'ose dire, rendement-risque, mais vous n'aurez pas mieux aujourd'hui, c'est dans l'immobilier. Parce que
Après, le ratio rendement-risque sur l'action, je l'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus élevé. Donc, c'est là où on a le meilleur ratio. Et après, c'est je vais chercher un immobilier mutualisé. Et une fois qu'on a ça, bon, là, vous avez deux facteurs. Après, vient la thématique. Oui, je vais investir dans l'immobilier. Oui, je vais investir dans un immobilier mutualisé, donc la SCPI. Mais je choisis quoi? Le bureau, le commerce, le résidentiel? Le bureau, aujourd'hui, les gens ont un petit peu peur parce qu'avec le télétravail, avec le coworking, ben, on sait très bien qu'il y a des immeubles qui se vident. Le commerce, c'est pareil, on a peur. Vu la consommation, le e-commerce avec Amazon, enfin, je vous en passe, on vient de le voir et ça s'accélère avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Donc après, qu'est-ce qui reste? Le résidentiel, c'est bien, mais c'est complexe. C'est très complexe hein, parce que dire, il y a une sorte de droit au logement qui fait que la gestion de ces actifs est beaucoup plus complexe et avec un certain risque. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste les entrepôts et il reste la santé. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, je dirais la crise en plus que nous avons vécue en 2020 avec la crise sanitaire a boosté, je dirais, la prise de conscience des gens donc des pouvoirs publics sur la nécessité d'évoluer, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais de faire évoluer, de se structurer, d'avoir plus d'autonomie et donc des évolutions. Et ces évolutions ben, entraînent des besoins en termes d'infrastructures et donc d'immobilier. Donc naturellement, que ce soit par la réorientation de l'épargne, que ce soit sur les choix de l'immobilier, sur la thématique, ou sur en plus dopé par la crise, effectivement, il y a une sorte d'alignement des planètes qui fait que, en tout cas je l'interprète comme ça a donné un franc succès sur 2020 pour Pierreval Santé. D'accord. J'espère avoir été clair. Mais c'est parfaitement clair, mais ça va m'amener, et je commence, parfois mon regard va sur les questions du public, et je vais commencer dans quelques instants à vous les transmettre. Mais une des premières réactions, c'est de se dire que dans cette période si difficile où la majorité des secteurs d'activité, les secteurs économiques sont en freinage, voire à l'arrêt, en quoi le secteur de la santé serait plus fiable et plus rassurant? Ben, c'est un petit peu ce que moi j'avais dit tout au début quand je présentais le fonds en 2014-2015. Moi j'avais dit à l'époque, vous verrez, pour faire simple, nous sommes dans un secteur hors économie marchande. Je veux dire, le bureau, le commerce, tout ça, c'est très fluctuant par rapport à l'économie. Alors que le besoin de vous faire soigner, le besoin pour les personnes âgées d'être hébergées, eh bien celui-là, il est complètement décorrélé, si j'ose dire, de l'économie marchande. Donc voilà, donc on est dans une sorte de cycle, enfin comment on appelle ça, de fonds contracycliques qui fait que vous êtes à l'abri de graves crises économiques. Et d'ailleurs, on pourrait en parler, si je peux traduire, sur 2020, vous savez comme moi que dans les bureaux, dans les commerces, dans les logements, les gens ont fait des demandes pour suspendre les loyers ou ne pas payer de loyer, etc. Ben, ça n'a pas impacté Pierreval Santé, puisque globalement, on a eu 4% de demandes de report, juste d'un trimestre ou de 2 trimestres, et à la fin de l'année, on avait déjà résorbé ce report. Et malgré la continuité de la crise, c'est-à-dire malgré les confinements, etc., pour le moment, on voit bien qu'on n'a pas encore de ce type de demande. Donc, on voit la résilience, si vous voulez, du produit. Bon, il y a d'autres arguments, mais enfin, celui-là est là. Alors, justement, le journal L'Express, il y a 15 jours, écrivait qu'il fallait éviter les SCPI dans le domaine de la santé car elles avaient tellement collecté en 2020 qu'elles auraient du mal à trouver des actifs de qualité, ce qu'on va appeler des actifs qui permettent de maintenir le rendement. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cela, Jean-Jacques Olivier? Oui, je les adore, les journalistes. C'est ce que je peux répondre en premier. Mais bon, là aussi, pour raisonner, le marché français, globalement, il y a deux niveaux. D'abord, c'est quoi le marché? Le marché français, c'est à peu près 800 millions d'euros. Et le marché européen, c'est pour 2020 7 milliards, alors que déjà pour 2019, on était déjà 7 milliards. C'est-à-dire que vous avez un marché assez important à partir du moment
où on se dit, je regarde Europe, et les besoins sont partout en Europe. Donc, 8 milliards de marché chaque année me paraît déjà apporter une certaine profondeur par rapport à nous, hein, qui allons investir à peu près 500 millions. Et sûrement l'année qui va arriver, ce sera à peu près le même montant. Et en plus, après, c'est de reste à savoir si le marché qu'on voit aujourd'hui correspond à un besoin. Alors, c'est un peu technique, mais moi, je pense que le besoin est plus fort que le marché. Ce marché est un marché émergent. Voilà, et donc il se passe, comme je dis, il est en train de se structurer, mais je pense que nous avons des besoins de concentration très forts des acteurs, des exploitants, qui va s'amplifier. Et d'ailleurs, quand on regarde des projections, notamment des projections qui ont été faites au niveau de l'OCDE, quand on prend le marché européen, on vous dit qu'aujourd'hui, le parc immobilier santé représente à peu près 300 milliards et que les besoins à 2050 seraient aux alentours de 600 milliards. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a un marché aujourd'hui, mais le besoin pour moi est encore plus fort que la vision du marché qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, et pour vous en donner la preuve d'ailleurs, c'est que si je regarde Pierre Santé, sachez qu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on a à peu près 1 milliard d'immobilier dans le pipe, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le pipe, c'est nous, c'est-à-dire pour lesquels on est en négociation. Et on a déjà pré-signé au plus de 500 millions. Vous voyez ? Ce qui nous montre, et donc si je regarde ce qu'on a pré-signé, je peux déjà vous dire que la rentabilité de l'année qui va arriver sera très proche de la rentabilité, pour ne pas dire la même, et je n'ai pas le droit de le dire, de la rentabilité que nous avons eue l'année dernière. Alors, est-ce que vous arrivez à lire par-dessus mon épaule les questions du public, Jean-Jacques Olivier, puisque cette question, évidemment, à combien estimez-vous la rentabilité pour 2021? Alors, on me demande même pour 2022 pour Pierreval Santé. Ben écoutez, je vais vous répondre ce que l'AMF nous impose de répondre chaque année, c'est-à-dire que les résultats de l'année passée ne préjugent pas des résultats de l'année qui arrive, donc je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas le droit de dire ça. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons, avec ce que nous avons dans le pipe, on peut déjà considérer que l'année 2021 sera la même qu'à peu près 2020, et je suis assez confiant sur les années qui arrivent. Mais reste après à savoir de quelle rentabilité on parle. Peut-être que vous m'interrogerez là-dessus. Je n'y manquerai pas, mais comme vous étiez, et on est toujours sur le secteur de la santé, j'ai une question qui est la suivante, c'est Christophe qui nous la pose. Au sein même du secteur de la santé, il y a des domaines plus stratégiques, entre parenthèses, EHPAD, clinique, France, étranger. Et est-ce que je peux associer peut-être une deuxième question? C'est aujourd'hui, on nous parle régulièrement au journal du fait que la santé va mal, que les hôpitaux ont du mal, qu'il manque de budget. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, le côté stratégique et puis cette difficulté apparente du domaine de la santé? Oui, alors effectivement, la santé, c'est très large. C'est extrêmement large. Et puis, la santé, elle est découpée, et notamment quand on parle des EHPAD, entre le secteur public, le secteur privé et le secteur associatif. Pour vous donner un ordre d'idée, le secteur public représente 50% du marché en France. Le secteur associatif, c'est 25%, 25-26%, et le secteur privé, c'est 24-25%. Bon, donc le secteur privé, là où nous sommes, ne représente à peu près qu'un quart du marché. Mais là aussi, de quoi on parle? C'est-à-dire que dans ce secteur-là, si on va se dire les caisses de l'État ou les caisses de la sécurité sociale, ça représente très peu pour une EHPAD, puisque la couverture de soins, c'est à peu près 15%, et 85% c'est de l'hébergement ou de l'alimentaire, et ça c'est le résident qui paye, ce n'est pas l'État qui paye. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens souhaitent, beaucoup d'institutionnels aiment investir dans ce type d'établissement. Voilà. Et après, je dirais, sur le secteur de la clinique, il faut savoir que ça, c'est en pleine évolution. Je veux dire, l'évolution de la médecine fait évoluer les cliniques, bien évidemment. Et là, vous avez la sécurité sociale, mais vous avez aussi les mutuelles de plus en plus.
Et voilà, là aussi, il faut regarder ça en France, mais dans les autres pays européens, nous avons des systèmes différents, mais avec de très bonnes couvertures aussi. Je rappelle quand même à nos auditeurs que pour le moment, notre investissement en France, c'est aux alentours de 40%. On n'est plus à plus de 60% à l'étranger. Hein. Donc, il ne faut pas regarder que ce système-là. Voilà. Même si je le crois solide, et croyez-moi bien que si la sécurité sociale devait s'écrouler en France, il y a bien d'autres choses qui s'écrouleraient. D'accord, donc c'est extrêmement rassurant, à la fois par rapport à cette demande et quelque part presque à certains endroits, c'est cette pénurie et ce besoin d'actifs de santé. On le rappelle souvent, on a face à cela une telle évolution de la population en âge et en nombre qu'on est dans une balance qui est favorable à ceux qui détiennent des actifs immobiliers aujourd'hui. Excusez-moi, ça a coupé, je n'ai pas tout entendu. Non, non, je disais qu'aujourd'hui, on a une telle évolution de la population en taille et en âge qui fait que le besoin à la santé va augmenter et qu'à partir de là, on a aujourd'hui un besoin d'actifs de santé, ce qui Oui, favorise. écoutez, le besoin est très simple, hein, on peut le résumer en 3 chiffres. C'est que globalement, si vous prenez que la France, mais vous apercevez que euh, la plupart des pays, des vieux pays européens ont un taux de personnes âgées qui est encore plus élevé proportionnellement qu'en France. Mais en France, dans les années 2000, on dit que les personnes qui ont plus de 65 ans représentent une personne sur 5, alors qu'en 2050, elles sont 1 sur 3. Ça vous donne à peu près l'évolution et le vieillissement. Il y a ça, plus l'augmentation très forte de l'espérance de vie. Voilà. Donc voilà, entre ça, si vous voulez, pour la partie hébergement, et puis toutes les évolutions sur la partie sanitaire, c'est-à-dire que ce soit vous savez, l'évolution sur les diagnostics prédictifs, sur la robotisation, ce qu'on appelle la micro-intervention, en fait, toutes ces évolutions qui fait que nous avons besoin d'évolution d'infrastructures. C'est ça que surtout je veux dire. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement clair. Alors, la question qui était posée tout à l'heure sur l'opportunité du secteur de la santé et en fait, quelles sont vos cibles? C'est la suite de la question. Quelles sont vos cibles privilégiées par type d'actifs et par pays aujourd'hui? Écoutez, on est quand même essentiellement à plus de 80-85% sur des cliniques et de l'hébergement. Alors, quand je dis clinique, c'est les maisons médicales, voilà. Et après, sur l'hébergement, et essentiellement de l'hébergement, je dirais, pour les personnes dépendantes. Voilà. Après, on investit parfois dans des immobiliers de bureaux, mais à partir du moment où l'activité qu'il y a à l'intérieur est en lien direct avec le secteur de la santé. Voilà. Et après, sur les zones géographiques, ben, c'est assez simple. On a démarré par la France, on est passé rapidement à l'Allemagne. Aujourd'hui, on a rajouté l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas depuis peu. C'est un gros marché, les Pays-Bas. C'est assez. Pour vous donner là aussi un ordre d'idée, la France a représenté en 2020 un marché de 800 millions sur la transaction et le Pays-Bas, c'est 1 milliard. Ouais. C'est assez amusant. Bon, l'Angleterre, qui est un gros marché pour nous, c'est un marché de 2,6 milliards, un marché assez important. Donc, on va continuer. J'espère qu'on va bientôt aller en Italie. On va continuer sur les différents pays européens et j'espère aussi sur le Canada. D'accord. Et ça va certainement avec un des aspects essentiels, c'est la durée des baux qui peut être plus longue dans ces pays que vous venez de citer. Oui, alors ça c'est assez technique aussi, mais pour faire très simple, en France, quand vous signez des baux, vous bénéficiez de ce qu'on appelle de la propriété commerciale. Le locataire bénéficie d'une propriété commerciale, ce qui fait que on peut pas, un propriétaire ne peut pas mettre un locataire de commerce ou de bureau si facilement comme ça, surtout dans le commerce. Bon. À l'étranger, ça n'existe pas. Donc, les locataires, eux, ont envie de se protéger sur le long terme avec des baux longs. Ce qui veut dire qu'en France, on signe des baux fermes souvent à 12 ans, alors qu'à l'étranger, on signe des baux fermes de 20 ans ou 25 ans. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on se dit c'est quoi si demain on arrêtait de collecter et si on continue à vivre avec tout ce qu'on a, les baux, de façon ferme, auraient une durée de vie de plus de 14 ans.
Ça veut dire que pendant 14 ans, on va se retrouver avec le même niveau de loyer, juste l'augmentation de l'indice. Et Mais il n'y a ça, pas de négociation de baux. Donc ça entraîne une résilience très forte sur le produit. résilience et puis c'est rassurant. D'ailleurs, je ne vous cache pas, Jean-Jacques, que beaucoup de questions arrivent. Et évidemment, s'agissant d'un produit de rendement, on parle rendement, évidemment. Alors, je crois que vous étiez sur un rendement, Pierre Val Santé, 4,95 en 2020, Oui. 5,05 l'année précédente. Donc, la question qui m'est posée et que je vous pose directement, pourquoi cette baisse et comment l'interpréter? Je vais vous répondre par une boutade, mais je vais vous l'expliquer. Et surtout, j'invite vos collaborateurs à l'expliquer à vos clients ou à vos prospects. C'est que ce n'est pas une baisse, dans la réalité, c'est une augmentation de la rentabilité. Alors, justement, Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les arguments qui ont fait que les gens se sont beaucoup orientés sur Pierre Val Santé, c'est aussi grâce à sa fiscalité, parce que plus on est à l'étranger, plus on est avantageux fiscalement. Alors, j'essaie de m'expliquer rapidement. C'est-à-dire que quand on investit à l'étranger, pour rapatrier les loyers en France, on est obligé de payer à l'État où se trouve le bien immobilier un impôt. Voilà. Les loyers qui nous arrivent de l'Allemagne, on paie un impôt en Allemagne. C'est le fonds qui paye l'impôt, c'est Pierre Val Santé. Les loyers qui nous arrivent d'Angleterre, on paye l'impôt en Angleterre. Et avec la France, il y a une convention avec tous ces pays pour éviter la double imposition. C'est-à-dire, si vous êtes imposé à l'étranger, vous n'êtes pas imposé en France. Sauf qu'en France, le principe de la SCPI, c'est que l'impôt est payé par le souscripteur. Et comme on a beaucoup d'investissements à l'étranger et que l'impôt a déjà été payé par le fonds, eh bien, le particulier, lui, ne payera de l'impôt, son impôt sur le revenu, que sur la part de loyer qui correspond au loyer reçu en France. d'accord, Et évidemment. au départ, on était 80% en France et 20% à l'étranger. Et petit à petit, on grignote et on est de plus en plus à l'étranger. Ça va continuer puisqu'aujourd'hui, enfin, on a fini l'année, on était à 60% à l'étranger, 40% en France. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire que, comment vous dire, ce qui est important, et c'est pour ça d'ailleurs que on a fait des notes pour nos clients, pour les associés, ce qui est important à comprendre, c'est que quand vous recevez le bulletin trimestriel, vous avez d'un côté le rendement, qui est classique, comme vous dit, le fameux 5,05 ou le 4,95, et à côté, on a mis le rendement retraité de la fiscalité étrangère. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que si tous les investissements étaient en France, vous paieriez 100% d'impôt sur l'ensemble de vos loyers et vous aurez un rendement qui est à 5,34. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a payé l'impôt, c'est ça. Alors je vais être concret avec vous parce que je sais que c'est très technique et j'essaye d'être très simple. Mais je vais vous donner un exemple. Je me suis fait sortir les chiffres qu'on a envoyés à nos associés. Je vais vous donner un exemple. En 2018, on avait un rendement de 5,05. Et pour quelqu'un qui a une tranche d'imposition à 14%, son rendement net, une fois qu'il a payé la CSG, qu'il a tout payé, son rendement net, c'était 4,03. En 2019, on a un rendement aussi de 5,05. Mais son rendement net, il est passé de 4,03 à 4,16. Et en 2020, on est passé à 4,95 et son rendement net est passé à 4,21. Voyez, c'est-à-dire on a baissé du point de vue facial, mais comme on paye moins d'impôts sur ce qu'on a reçu, finalement, on a une meilleure rentabilité. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, je sais que c'est un sujet, la fiscalité, c'est toujours un petit peu complexe, mais franchement, je crois que vos collaborateurs pourront expliquer, s'en donner à cœur joie et donner des exemples concrets pour que les gens retiennent, c'est qu'en plus, cette CPI, plus elle est investie à l'étranger, plus vous bénéficiez fiscalement de ce que je viens de vous expliquer. D'accord, c'est très clair. Et alors, pour répondre à la question, et comme vous n'avez pas le droit de le faire,
et que vous avez dit que ça serait sensiblement la même chose que cette année, ça veut dire que globalement, on va parler de 5,34 retraités de la fiscalité étrangère et probablement donc avoir encore le même niveau de rendement, ce qui est quand même On pourrait d'ailleurs particulièrement se retrouver, excusez-moi, j'ai gagné, mais on pourrait se retrouver avec 5,34, mais avec une rentabilité dessous, par exemple, à 4,80 ou 4,85. Tout va dépendre de la proportion qui est faite à l'étranger. d'accord. Mais ça sera au final, parce que ce qui compte pour l'investisseur, c'est ce qui lui reste une fois qu'il a payé son impôt et ses prélèvements. Donc, Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi, je pense qu'il vaut mieux regarder le rendement retraité de la fiscalité que le rendement facial qui est normatif et que l'AMF nous impose de transmettre en ces termes, dans ces calculs. question directe. Ça fait maintenant 7 ans que Pierre Val Santé existe. À aucun moment, la part a été augmentée. Est-ce que vous avez un problème d'augmentation de la valeur des actifs? Non, absolument pas. Là aussi, c'est une stratégie. Alors, sachez une chose, c'est que chaque fois qu'on achète, on fait évaluer un bien immobilier. Et on a toujours acheté en dessous de la valeur d'expertise. Ce qui fait que nous avons une plus-value latente, importante, qui est de l'ordre de 4-5% sur le fonds immobilier. Il suffit de lire notre rapport annuel et vous allez retrouver tout ça chiffré et validé par le commissaire aux comptes. Sauf que moi, ça me pose un souci, c'est-à-dire que, enfin, ça me pose, c'est pas un souci, mais c'est bien de revaloriser la part, mais c'est un peu, comment vous dire, valoriser ou faire plaisir à ceux qui sont rentrés dans le fonds, mais ça risque de pénaliser ceux qui ne sont pas rentrés dans le fonds. Pourquoi? Parce que si j'ai les mêmes loyers et que j'ai valorisé le capital, facialement, j'ai moins de rendement. Bon, alors, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, en plus de ça, le fonds est jeune et il a surtout grossi ces 3 dernières années. Donc, les actifs que nous avons sont jeunes. Donc, ce serait prématuré de les valoriser maintenant. Souvent, quand on valorise les actifs, c'est qu'on a une CPI qui est vieille, on a des milliers et des milliers de personnes dedans, on veut leur faire plaisir, parfois même elle est fermée, c'est-à-dire elle ne collecte plus, on veut leur faire plaisir, on augmente la valeur de la part. Bon, nous, on est jeunes, ce n'est pas le cas, ça désavantagerait celui qui sont en train d'arriver. Et je pense que ce qu'on fera, mais pas encore, à terme, on va réfléchir à une augmentation de la valeur de la part, mais lissée, c'est-à-dire qui va suivre à peu près l'augmentation des loyers. Comme ça ne pénalisera pas les gens qui vont arriver par rapport aux gens qui sont déjà dans le fonds. Là aussi, c'est un peu technique. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a du potentiel de hausse et que pour l'instant, c'est vous qui la gérez et oui, que vous respectez surtout les associés. Et c'est essentiel. Respecter les gens qui sont déjà là et qui vous ont fait confiance. exactement. J'ai une question d'ailleurs qui m'est posée par une Valérie. N'êtes-vous pas sensible au taux de change? Parce que vous parlez de pays où aujourd'hui, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, il peut y avoir un problème par rapport à des monnaies hors euro. Oui, alors on a réglé le problème, si j'ose dire, c'est que on demande à nos exploitants étrangers, et c'est ce qu'on a fait quand on a signé avec l'Angleterre, de nous payer en euros. Ça veut dire que c'est l'exploitant qui porte le risque du taux de change. Parfait. Alors, on a Christophe qui est très, très actif et qui pose une question qui forcément tombe bien, qui nous demande de nous décrire l'investissement moyen sur la SCPI Pierre-Val Santé et surtout, est-ce qu'il y a la régularité en one-shot, en annuel et quels sont les portraits de l'investisseur? Alors ça, c'est quand même très intéressant. Alors, sur les portraits de l'investisseur, globalement, nous sommes sur des profils modestes, c'est-à-dire que l'investissement moyen, je dis bien moyen, est autour de 30 000 euros. Ça évolue entre 30 et 38 000 euros, mais il y a des gens qui ont pu rentrer pour 5 000, pour 10 000 euros. De toute façon, c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, on a une capitalisation qui fait un peu plus de 1,5 milliard. Et nous avons un peu plus de 33 000 investisseurs. Donc, ça vous donne un peu le gap, calcul moyen par investissement. À peu près, hein, mes chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais ça tourne autour de ça. Très bien. Et alors, nous avons
un auditeur qui semble bien informé qui nous dit à quand le versement programmé sur Pierreval Santé? Vous avez peut-être quelque chose à nous annoncer. Alors, le versement programmé, il est voté, il est intégré. Aujourd'hui, il nécessite pour nous un développement informatique important qui sera en place d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire notre objectif, c'est d'être sur le troisième trimestre. Mais d'ici là, on permet aux gens de faire une programmation, c'est-à-dire elle n'est pas intégrée, mais ils peuvent prendre place s'ils le souhaitent. Et dès que nous aurons mis en place le système informatique ad hoc, nous agirons sur ces demandes de prélèvement. Donc voilà, c'est imminent, si j'ose dire. À l'échelle de la société, c'est imminent. Techniquement, on peut peut-être rappeler, ça sera un minimum de 1 000 euros, 5 parts pour devenir tout simplement associé dans un premier temps, et ensuite la possibilité de verser soit 200 euros chaque mois, soit 200 euros tous les 2 mois ou 200 euros tous les 3 mois. C'est bien ça, À minima. à minima. À minima. Parce Il veut dire qu'après, on peut que- programmer ce qu'on veut, quoi, hein. Et on revisitera cette programmation tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, les gens pourront l'arrêter ou la continuer ou augmenter le versement. Voilà. Parce que effectivement, quand on dit 200 euros sur un trimestre, ben, ça ne fait pas beaucoup, hein. Globalement, vous êtes à 70 euros par mois, hein. Mais ça permet effectivement d'ouvrir à tout le monde. Pour moi, j'étais très attaché à ça parce que c'est le principe de dire on permet à tout un chacun d'accéder à ce produit-là et de pouvoir faire de l'épargne pour sa retraite. Et au rythme qu'il veut. Il a du capital, il met du capital. Il a un peu de capital, il en met. Mais s'il veut en mettre tous les mois parce que c'est plus facile, eh bien, il peut le faire. Et il se rassure avec le marché de la santé et votre bonne gestion. Et nous l'espérons. En tout cas, c'est notre engagement. Question de Michel. Ah oui, mais comment ça se passe si j'ai besoin de récupérer mes parts? Mais alors, le principe d'une SCPI, c'est simple. C'est-à-dire que on sort qu'il y a quelqu'un qui rentre, parce qu'il y a des parts, il faut les vendre. Alors, celui qui s'occupe de cette transaction, c'est nous, c'est la société de gestion. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un produit, si j'ose dire, semi-liquide, c'est-à-dire que nous sommes dans un système, c'est un peu technique, mais de capital variable. Donc, quand les gens veulent sortir, nous, tous les mois, on a des gens qui rentrent, on affecte les parts de celui qui sort à celui qui rentre. Et globalement, le délai pour chez nous, c'est 15 jours, 3 semaines, ça va assez vite. Voilà. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, mais si personne ne veut rentrer, personne ne peut sortir. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, pour vous donner un taux moyen, c'est-à-dire le taux de rotation dans les SCPI moyennes, toutes les SCPI confondues, hein, on est globalement à 1,6, ce qui est assez faible. Et nous, comme on est une SCPI jeune, donc les gens, quand ils rentrent dans les SCPI, c'est pour rester une quinzaine d'années, on est sur le long terme, donc on a un taux extrêmement faible, on a 0 quelque chose. Donc, ça, c'est le turnover qui permet la sortie. Et après, si un jour, parce qu'on serait en pleine crise et qu'on n'arriverait pas à sortir, on retrouverait de la liquidité en vendant des actifs. Mais là, ça sera un petit peu plus long parce qu'il faudrait vendre les immeubles et avec ces liquidités, on rachèterait les parts des gens qui veulent sortir. Voilà. Mais ça, là, on est presque en temps de guerre, quoi, hein, Ouais. à cette situation. On peut rappeler peut-être pour nos auditeurs que en temps normal et en moyenne annuelle, même dans des périodes de crise comme l'année dernière, il n'y a pas plus de 2% de rachats par an sur les SCPI. Qu'on a eu en 2008, l'année de 2008, je crois que c'est 1,6 ou 1,65. Voilà, et donc ça veut dire que c'est très stable, mais on peut avoir son argent quand on en a besoin. Super. Alors, je vais essayer de continuer le rythme des questions. Ah tiens, ça revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Jacques Olivier, quand vous faisiez le comparatif entre les différents placements. C'est vrai que l'année dernière, l'assurance vie a connu une collecte négative de 7 milliards d'euros. Donc, beaucoup de gens ont racheté, plus que de gens qui ont souscrit. Beaucoup sur les fonds euros, puis avec effectivement des incertitudes sur ce qui est plus lié au marché boursier. La question, pourquoi est-ce que j'arbitrerais mon contrat d'assurance vie
pour aller sur Pierreval Santé? Mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois aller chercher du rendement avec un rapport couple rendement-risque qui est le meilleur du marché. Et ça, c'est le principe de l'immobilier. Et en plus de ça, vous investissez dans un secteur qui a un besoin fort et qui s'accélère par la crise sanitaire que nous vivons. Hein. Il faut quand même bien prendre conscience que nous vivons une vraie transition sanitaire. On parle de la transition écologique, de la transition numérique, mais nous allons vivre une vraie transition sanitaire. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont conscients qu'il faut arrêter de réfléchir efficience. Il va falloir réfléchir efficacité. Et quand je dis efficience, on ne va pas pouvoir avoir le compteur en permanence sur les économies de la sécurité sociale. Il va falloir faire des choses, il va falloir investir. Donc, qui dit investissement, qui dit des besoins d'infrastructure. Donc, on est dans un secteur sur lequel, je le disais tout à l'heure, le besoin va simplifier. Donc, vous avez plus de rendement, vous avez mutualisé votre risque et l'exposition au risque est assez faible, d'une part, parce que le fonds est important, et en plus, on est à l'étranger, on est sur plusieurs pays européens. Donc, je veux dire, là aussi, on a mutualisé le risque. Donc, voilà quelques arguments. Il y en a d'autres. Hein. Je pourrais vous parler de sa résilience. Nous avons un taux d'occupation de 99,4%. Il n'y a pas beaucoup de SCPI qui peuvent afficher ça, si vous voulez. Donc, que ce soit la taille du véhicule, que ce soit son taux d'occupation, que ce soit son rendement, que ce soit sa durée résiduelle. Je disais, les fameux beaux fermes qui nous ramènent à plus de 14 ans et demi sans que rien puisse se passer. La dette, on n'a pas de dette. On a juste une dette transitoire qui est de 4%. Le fonds n'est pas endetté. Voilà, il y a une plus-value potentielle. Enfin, des arguments, je peux vous en donner beaucoup. Mais vous savez quoi? Nos auditeurs également, parce que au-delà des questions, j'ai l'impression d'être un peu dans un stade de rugby, pour reprendre votre sport, avec des encouragements en disant c'est génial, je suis fan, et des pouces levés, donc ça c'est super. Et notamment Frédéric, un Toulousain, qui dit un des gros avantages, c'est qu'avec plus 120 immeubles, ça donne de toute façon beaucoup plus de liquidité en cas de besoin. Et il a tout compris. Jean-Jacques Olivier, on parle aujourd'hui d'ESG, d'ISR, investissement socialement responsable. Euh, mais vous n'avez pas attendu, en étant déjà à l'époque, en 2013, sur le premier fonds de partage. C'est vous qui avez initié cela en matière de SCPI. J'aimerais que vous nous en parliez. Effectivement, c'est la première SCPI en France à fonds de partage. C'est un petit peu l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Quand j'ai réfléchi à ce fonds-là, je me suis dit, on ne peut pas être dans ce secteur et ne pas faire quelque chose pour la recherche. Et c'est cette fameuse rencontre avec le professeur Saillant qui a déclenché cette idée de fonds de partage en disant, vous ne savez pas, nous, on va prendre une partie des frais de souscription que nous allons reverser à la recherche. Nous allons inciter nos associés, les souscripteurs, s'ils le souhaitent aussi, à verser à la recherche. Eux, en plus, ils bénéficient des avantages fiscaux pour faire ça. Et aussi des partenaires commerciaux qui vont aider et soutenir la recherche. Donc, on s'est dit, voilà, on va faire une sorte de double partenariat. Nous, le fonds, on va vous verser de l'argent et chaque année. Et sachez qu'aujourd'hui, on a versé plus d'1 million d'euros à la recherche, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et en même temps, vous allez venir dans notre comité scientifique parce que vous avez plein de choses à nous dire, vous avez plein de savoir, on va s'en nourrir et ça va aider nos gérants à bien comprendre l'immobilier de demain, si je veux dire, dans le secteur de la santé. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde le palmarès et les récompenses dont Pierreval Santé a bénéficié au cours de ces années, alors il y en a sur la performance, il y en a sur la qualité du bulletin trimestriel, donc de l'information apportée aux associés, mais je crois que les récompenses auxquelles vous êtes le plus sensible, c'est celles qui touchent justement l'altruisme. Et ça a été récompensé à 2 reprises. Oui, parce que effectivement, il y a effectivement le fonds de partage
qui est une fois de plus une démarche originale. Et puis après, il y a notre propre démarche au sein de l'entreprise et tout ce qu'on peut initier pour aider dans la mesure sociale. Vous savez, je vais y revenir, mais enfin, on parle beaucoup de ESG. ESG, ça veut dire c'est une démarche environnementale, sociétale et de gouvernance. Bon. Et dans la démarche environnementale, c'est-à-dire ben voilà, les immeubles qui polluent moins, etc., etc. Tout le monde a le focus là-dessus, et nous aussi, bien sûr, parce que de toute façon, c'est incontournable aujourd'hui. Bon. Mais nous avons mis un focus supplémentaire sur la partie sociétale. Moi, je suis convaincu de l'intérêt de l'économie de partage et que, après tout, puisqu'on est tous, puisqu'on se regroupe tous, puisqu'on a un fonds qui fonctionne bien, eh bien, ayons des démarches sociétales au bénéfice de tous, quoi. Alors, justement, Jean-Jacques Olivier, nous sommes dans Soyons Directs, donc je vais être une fois de plus direct avec vous. Mon petit doigt me dit que vous en faites ou que vous allez en faire plus que le fonds de partage. Alors, même si c'est un peu off aujourd'hui, soyons directs, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs? Alors, ce que l'on peut dire. Oui. Bon, oui. De toute façon, il n'y a pas de secret, mais effectivement, nous initions d'autres démarches. Par exemple, on est en train de soutenir une thèse avec l'Université de Montpellier que nous finançons, sur l'aménagement du territoire et les personnes âgées. Je m'explique. Nous sommes des convaincus pour dire qu'il faut arrêter de raisonner métropole. Arrêter. Je veux dire, l'avenir de la France passera par la réhabilitation des villes moyennes et passera par la réhabilitation, je dirais, des territoires. Et alors, les hommes politiques, pour certains, savent nous le dire, mais à côté de ça, on voit bien la désertification médicale. Et quand vous avez une maison de retraite qui s'arrête, que vous avez la poste qui s'arrête ou le café même qui s'arrête, c'est un drame. Et donc, nous, ce qu'on a voulu étudier, ce qu'on étudie avec des spécialistes d'urbanisme, des spécialistes en sociologie, et notamment avec l'éminent sociologue Serge Guérin, qui est un spécialiste des personnes âgées, on est en train de regarder en se disant, mais les personnes âgées dans les territoires, ce n'est pas un inconvénient, c'est une opportunité. Et l'idée, c'est de trouver des solutions qui après seront portées auprès des acteurs politiques pour que ceux-ci l'intègrent. Nous sommes convaincus, par exemple, vous savez que dans le monde des SCPI, on dit toujours il faut acheter du prime, alors on ne parle que de capital, on ne parle que de métropole. Bon. Sauf que nous, avec la santé, c'est autre chose. Je vous donne un exemple. On a pris la décision, mais on l'a fait. On investit dans ce qu'on appelle des logements inclusifs pour handicapés. On est allé le faire dans des villes de 4000 habitants. Mais je peux vous dire que vous avez un besoin colossal. Tout est loué de suite parce que vous ne savez pas où mettre ces gens-là. Et si des gens comme nous ne soutiennent pas ça, ça n'a pas de sens, si j'ose dire. Voilà. Donc effectivement, voilà un exemple sur le soutien qu'on peut apporter. Ça, c'est du soutien financier et soutien de réflexion. Un autre exemple, on a confié à l'ESSEC, vous savez, cette école de management, de réfléchir avec nous sur des solutions à mettre en place sur le recrutement du personnel soignant. Je peux vous dire que ce que vous entendez en France sur le personnel soignant, vous l'entendrez partout en Europe. C'est un vrai problème. Bon. Et donc, nous exploitons, j'y reviendrai peut-être, mais on a toujours dit, nous exploitants, ce n'est pas des locataires, c'est des partenaires. Donc, comment? Parce que plus ils sont en bonne santé, plus nous et le fonds seront en bonne santé. Donc, comment on peut faire pour les aider? Donc, on est en train de monter une étude européenne pour voir comment on pourrait mutualiser tout ça et aider tous ces exploitants sur le recrutement du personnel. Une idée, par exemple, c'est de dire pourquoi on ne ferait pas comme les grandes écoles? On va prendre des infirmières, on va prendre des aides-soignantes. On leur dit, écoutez, vous ne savez pas, on vous finance vos études. Et en contrepartie, vous devez 4 ans, 5 ans de passer dans tel ou tel établissement. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, vous remboursez vos études, mais si vous le voulez, on vous paye vos études. Il y a tout un tas de solutions qu'on peut piquer à droite, à gauche, qui vont apporter des solutions, et on en a besoin. Il y a un problème de rémunération, mais il y a aussi un problème d'effectifs.
Et quand on voit les besoins qui vont s'amplifier, voilà. Voilà. Et enfin, je pourrais aussi citer, on participe aux États généraux de la seniorisation de la société avec ce fameux sociologue Serge Guéret, où là, on mène avec différents acteurs des réflexions pour voir comment on pourrait accompagner le vieillissement de notre société. Voilà. Donc, moi, mon idée, c'est de dire, et d'ailleurs, nous allons créer un canal de communication avec nos associés pour, enfin, donc nos clients, hein, pour expliquer tout ce qu'on fait dans ce type de démarche. Voilà. Et une fois de plus, je dirais, on est sur un secteur majeur et on ne peut pas raisonner que capital et rendement. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut donner une dimension sociétale. Voilà, la réussite de Pierre-Val Santé, elle est là, elle est grâce à tous les gens qui nous ont fait confiance. C'est super. Eh bien, profitons-en pour en faire partager à d'autres qui ont aussi des besoins importants. Alors ça, c'est magnifique et ça répond à des commentaires et des questions sur le fait d'être également respectueux de cet univers d'investissement qui n'est pas qu'un univers d'investissement, mais c'est un véritable investissement de votre société, y compris financier, pour aider d'une certaine manière tout cela. Et d'ailleurs, 80% des associés, donc des clients de Pierre-Val Santé, vivent en province. Donc quand vous parlez des territoires, je pense que ça parle aussi à chacun. Jean-Jacques Olivier, on passerait des heures avec vous. Mais le temps est venu et pour respecter le créneau que nous étions engagés à tenir, quelle est votre conclusion? Mais d'abord, conclusion. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole et d'avoir pu m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur. Si je dois avoir une conclusion, c'est pas sur ce qu'on a dit. J'ai envie de vous dire que sur la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, j'ai pu mesurer de près, avec nos exploitants cliniques, avec nos exploitants d'EHPAD, les enjeux qui se présentent devant nous. Et je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Je suis très fier de mes équipes qui ont tout fait pour les accompagner, parce que je le redis, pour nous, ce ne sont pas des locataires, mais des partenaires. Voilà. Et en conclusion, écoutez, je n'avais pas prévu de faire une conclusion, mais voilà le salut que j'ai envie de donner spontanément à tous ces partenaires. Voilà. Jean-Jacques Olivier, c'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Encore une fois, quel parcours exceptionnel, quelle réussite. Et j'ai compris que tous les ingrédients étaient là pour que cette belle histoire continue. C'est rassurant pour les associés qui vous ont écouté ce soir, pour ceux qui se posent peut-être encore la question. En parlant de questions, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions parce qu'elles étaient nombreuses. Mais notre engagement, c'est que Jean-Jacques Olivier pourra y répondre off et vos créateurs de patrimoine se feront les porteurs de ces réponses dans les jours qui viennent. Et ça, c'est notre engagement. En tout cas, merci à toutes et merci à tous de votre présence. Euh, Pierre-Val Santé et New Sens, c'est aussi une belle histoire. Et j'entendais, et je lisais tout à l'heure dans les commentaires que certains clients disaient je suis fan et j'en parle autour de moi. Eh bien, nous aussi, nous sommes fans et nous sommes toujours ravis de pouvoir mettre en avant cette très, très belle SCPI quand nous accompagnons nos clients dans leur projet de vie. Donc, ce que nous allons continuer à faire. Et écoutez, je suis parmi les Newsens heureux de vous dire que nous allons continuer à le faire. Et vous parliez de la crise sanitaire. Moi, je vous propose une chose, c'est de ne pas confiner vos projets. Ils doivent continuer à vivre parce que l'avenir est là et on va vers des jours meilleurs. En tout cas, ne passons pas à côté de ce qui nous permettra de mieux le préparer. Voilà. Écoutez, je suis très heureux. Merci d'avoir participé, Jean-Jacques Olivier, et de nous avoir donné toutes ces informations. Merci à tous ceux, vous étiez très nombreux ce soir à assister à cette première émission. Et nous ne manquerons pas de vous inviter à la prochaine édition. Voilà. Merci, bonne soirée Merci. et à très bientôt. Au revoir, Merci. Jean-Jacques Olivier. Au revoir.